Dans cet épisode, vous allez découvrir Goran, qui est un vrai malade mental de YouTube et des analytics. Il a une partie créateur de contenu, il a une expérience de créateur de contenu, mais il a une expérience beaucoup plus grande encore dans l'ombre de très très grosses chaînes YouTube. Vous ne savez pas qu'il est là et pourtant il est aux manettes. Et donc on va pas mal parler chiffres, on va pas mal parler mécanique derrière tout ça, comment ça marche YouTube finalement derrière. Vous allez voir qu'on va pas mal geeker aussi sur les analytics avec Goran. Donc c'est un numéro un petit peu spécial, mais qui je pense va vous apprendre un paquet de trucs. Bonne écoute. Ça m'a permis de mettre en place un petit calcul que j'appelle le taux d'interaction, qui a une formule qui mélange sur une période donnée les nouveaux abonnés générés, les likes et les commentaires. Et ça me permet de donner une note, en gros, à chaque chaîne qui me permet de dire, OK, est-ce que les contenus de la chaîne, ils provoquent l'interaction chez le viewer. Salut Goran. Salut Sylvain. Alors, bienvenue, je suis très content de t'inviter dans le podcast parce que ça fait un petit moment qu'on écge en parallèle, on a même des projets de start-up ensemble et tout, et on en parlera pas du tout dans cette émission. Mais je pense que tu as un profil qui peut être méga intéressant pour les auditeurs de cette chaîne, du podcast plus exactement. Et alors, je vais te faire une mini présentation si tu es d'accord. Allez, je t'écoute. Alors, donc toi, Goran, tu t'es formé à la production audiovisuelle pendant tes études. Donc, a priori, la meilleure formation pour devenir youtubeur et pour avoir une belle chaîne YouTube. Et pourtant, à ma connaissance, j'ai peut-être pas tout bien fouillé, mais à ma connaissance, t'as pas créé une seule chaîne YouTube de toute ta vie. Mais par contre, tu me diras après. Par contre, tu travailles depuis des années dans l'ombre de chaînes de premier plan. Donc, tu as travaillé beaucoup autour de Frandroid pour la chaîne de Frandroid. Tout à fait. Ensuite, dans l'écosystème Jelly Smack. Et aujourd'hui, tu as la gestion d'un gros catalogue YouTube d'émissions du groupe TF1. Pas toutes les émissions du groupe TF1, mais une bonne section. Donc, vous aurez compris, aujourd'hui, on a un invité qui est vraiment très particulier, hyper féru de data, qui baigne dans le YouTube game des gros comptes, mais qui, du coup, a énormément de choses à nous apprendre. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que Goran, moi, je t'ai connu quand j'ai commencé à lancer sérieusement mon activité, en faisant des recherches un peu sur d'éventuels concurrents. Je mets des guillemets dessus. Et avant de comprendre qu'en fait, on avait carrément plus intérêt à travailler ensemble qu'à se considérer comme des concurrents. Et, on s'est capté sur LinkedIn, c'est bien ça. On s'est capté sur LinkedIn, c'est ça. Voilà, ça te va comme présentation? C'est à peu près cohérent ou il manque des trucs? Alors, tu sais, je pense que quand on parcourt l'univers YouTube depuis un moment, forcément, on fait des allers-retours. Donc, il y a quelques petites zones grises, mais qu'on va se faire un plaisir de compléter. Mais globalement, t'as bien cerné. Et c'est vrai que pour la petite anecdote, par rapport à ma chaîne YouTube potentielle, n'est-ce pas? C'est, écoute, je pense que ça fera une bonne introduction sur mon personnage et j'espère que certaines personnes qui écoutent ça se reconnaîtront dedans. L'idée, c'est que moi, du coup, j'ai vraiment connu YouTube avec tout ce qui est Norman, Cyprien, Hugo tout seul, RIP in peace, Hugo tout seul. Et en gros, l'idée, c'est que, comme beaucoup, je pense que j'ai écrit des textes, j'ai écrit des sketchs, je me suis acheté ma première caméra, j'étais tout frais, tout pimpant, j'ai fait rec et je me suis aperçu que j'avais une terreur, une phobie devant la caméra à cette époque et que je n'arrivais pas à articuler un mot devant une caméra allumée. Cependant, je savais que YouTube, c'était des gros clignots dans ma tête et que je savais que je voulais faire quelque chose sur YouTube. Jusqu'à cette époque de ma vie, être devant une caméra, c'est quelque chose qui était compliqué pour moi. Donc, j'ai décidé de choisir une voie un peu différente, ce qui est finalement le fait d'aider, en effet, des chaînes YouTube dans l'ombre et ce qui, en tout cas jusqu'à présent, marche plutôt bien. Voilà. D'accord. Donc, c'était au début, tu voulais être youtubeur? C'est ça? C'est ça. Et t'as juste essayé, tu t'es dit c'est pas pour moi, parce qu'on est beaucoup au début c'est normal de paniquer un peu, de dire ça. Ah non, mais c'était pas de la panique, parce que de la panique ou un truc un peu angoisse, t'arrives à outrepasser en faisant des choses. Non, là, c'était vraiment genre j'étais incapable de dire le moindre mot devant une caméra allumée. C'était vraiment viscéral et j'ai même pris des cours de théâtre pour essayer de passer outre ça et en fait c'est passé naturellement, mais beaucoup plus tard quand j'étais déjà dans tout ce qui est data. Ok, d'accord. Et du coup, on y viendra plus tard, mais est-ce que tu reconsidères l'idée peut-être de lancer une chaîne maintenant que ça va un petit peu mieux de ce côté-là? Ah c'est très drôle parce que du coup une des premières chaînes que j'ai gérées donc du coup en professionnel c'était Frandroid et j'ai dû du coup passer devant la caméra. Alors c'est drôle parce qu'on se met pas la même pression quand on est payé pour ça que quand on le fait en autodidacte.
Et du coup, finalement, cette peur, c'est totalement estompé. C'est quelque chose que j'ai absolument plus aujourd'hui. Et est-ce que je considère de faire des chaînes? Eh ben, en fait, aujourd'hui, j'avais tenté il y a peu. J'avais une boîte de production de contenu pour professionnels, pour YouTube. Et c'est vrai que la partie production était super intéressante, en corrélation avec ce que je sais faire. Et le truc, c'est que je me suis vite aperçu que, en termes financier pur, c'est beaucoup plus intéressant de faire du consulting, du conseil, de la data pour des chaînes YouTube que faire de la prod finalement, à certaines échelles. Hein. C'est-à-dire que quand on rentre dans le game de la production, c'est soit on est un petit producteur et c'est compliqué, tout ça, on racle un peu les prix, ou bien on est un énorme producteur, mais parce qu'on a déjà un nom, on est déjà connu. Ou quand on arrive dans la data, et ben finalement aujourd'hui, toi-même tu sais, il y a de la demande et il commence à y avoir un peu d'offres, mais finalement la concurrence sérieuse, elle est quand même assez réduite, enfin je trouve en tout cas sur le territoire. Et puis en fait la barrière à l'entrée, j'ai l'impression, est beaucoup plus haute que pour la production de vidéos, parce que la production vidéo, c'est déjà un sujet qui intéresse beaucoup de monde au départ, donc il y en a beaucoup qui se forment, il y a des écoles pour ça. Bien sûr. Et on va dire en plus pour du YouTube, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau cinématographique incroyable. Donc quelque part toutes les boîtes qui font de la prod vidéo sont à peu près capables de faire le même genre de choses. Elles n'ont pas toutes la même connaissance de la plateforme YouTube, malheureusement. Mais c'est vrai que la partie data, faut déjà être hyper passionné de YouTube, faut avoir un esprit analytique, faut avoir envie de créer des nouveaux outils, des trucs comme ça. Et ça, on n'est pas nombreux à avoir cette passion à ce point-là, en fait. Et, et même, même si tu te dis, oh, je vais en faire mon métier parce qu'il y a du potentiel, il y a un créneau, je vais aller dessus, même si ça me passionne pas. Si ça te passionne pas, au bout d'un mois, t'arrêtes, quoi. Ouais, en fait moi c'est venu assez naturellement dans le sens où comme j'étais pas impliqué uniquement dans la partie production, c'est-à-dire que je faisais pas juste cadrage montage, c'est-à-dire que comme je gérais vraiment la chaîne de Frandro, ce qui s'est passé c'est que du coup moi je voulais faire performer les chiffres et j'ai dit là tu sais ça commence toujours doucement en mode c'est quoi le type de contenu qui marche le mieux? Ah, c'est les iPhones. Ah, c'est quoi les types de contenus qui marchent le moins bien? Ah, c'est les tutos qui parlent de trucs super précis. Donc voilà, au début, tu parles des contenus. Ensuite, tu commences à comprendre des mots sur certains forums en mode, ah, c'est quoi un CTR? C'est quoi un watch time? Tout ça. Et puis, tu digues. Et puis, en fait, au final, tu te retrouves avec une panoplie de micro-compétences qui se combinent finalement et qui te permettent de savoir exactement comment gérer une chaîne YouTube de A à Z. Tout simplement. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un esprit plus ou moins analytics de base, mais finalement, c'est une compétence qui est arrivée au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des itérations de l'algorithme YouTube, quoi. D'accord. Et tu disais que tu ressentais moins la pression, c'est ça, si je dis pas de bêtises, moins la pression à présenter des vidéos pour Frandroid alors que c'était une chaîne déjà bien développée que à démarrer ta chaîne à 0 abonné, mais alors quelque part mettre ta personnalité en avant, quoi. Quand j'ai commencé sur Frandroid, alors il faudra que je vérifie, mais je crois qu'en fait on avait 30 000 abonnés, donc c'était pas une énorme chaîne non plus. Oui, mais quand même, t'es payé pour, c'est un média derrière, c'est quand même... Oui. C'est vrai, mais justement, je serais pas t'expliquer, mais en fait, la pression que tu te mets à toi-même pour tes contenus, je trouve qu'elle est bien supérieur. Genre, je vais comparer ça à un graphiste. Je pense qu'en fait, il y en a, ils doivent se mettre une pression de dingue quand ils s'entraînent de leur côté, alors que genre il y a aucune pression financière et c'est juste pour eux. Plutôt qu'un client fait une commande d'un truc précis, en fait, le but c'est juste que c'est entre guillemets juste que le client soit satisfait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que toi tu sois satisfait toi-même. Et là, du coup, non, en fait, c'est de me dire bon allez, il faut que je parle devant la caméra parce que sinon j'aurais pas satisfaction, j'aurais pas mon chèque. En fait, comme c'est voilà. La seule pression, c'est de dire bon, j'ai pas envie de décevoir mes boss, mais en vrai, bon, ça, je m'en fous un peu, et que j'aimerais bien continuer à être payé. Et finalement, la pression, elle est beaucoup moindre que la pression que je me mettais à moi-même pour mes propres projets. D'accord, c'est marrant. Je peux comprendre. Je pense pas être dans ce cas-là. Moi, j'ai plutôt tendance à ressentir une grosse pression quand je gère des chaînes pour mes clients, beaucoup plus que pour mes propres chaînes où c'est vraiment par-dessus la jambe, quoi. Mais je crois que je comprends ce que tu veux dire parce que c'est pas les mêmes enjeux derrière. C'est ça. Est-ce que par hasard, tu te dis pas aussi que toi, tu relâchais un peu la pression sur la partie tournage, pour le coup, en te rassurant, en te disant, ouais, mais derrière, il y a toute la partie data, et je pense que je vais pouvoir faire progresser la chaîne de cette manière-là, de toute façon, que je sois bon présentateur ou pas, ce sera moins grave, vu que je vais aider à performer par d'autres moyens. Est-ce que tu crois que ça a joué un peu ? Je dirais qu'en fait, une fois que t'es face à ta caméra, là, on va pas partir sur un podcast sur les phobies, hein. Mais une
une fois que t'es devant la caméra, en fait, et puis même en amont, je pense qu'en fait, tu vois, et d'ailleurs, je pense que ça va se ressortir durant notre podcast, c'est que moi, je fais une grosse différenciation entre la partie data sur YouTube et la partie, on va dire, contenu / éditorial. Et finalement, je l'applique un peu aussi à la partie tournage, parce que c'est relié à l'édito. Et finalement, quand je suis devant la caméra, peut-être que j'ai des arguments qui me font dire, allez, donne le meilleur de toi-même, fais un truc cool, tout ça. Mais au final, la partie data, ça en fait pas partie. Parce que la partie data, elle se fait lors de l'écriture du script, elle se fait également lors du montage. Et en fait, tant que tu donnes la bonne énergie sur le tournage devant la cam, finalement, c'est un truc qui est je vais pas dire secondaire parce que c'est pas vrai, mais c'est quelque chose que tu considères à part, tout simplement. Donc je pense pas que c'est quelque chose que j'ai mis dans l'équation. D'accord. Pour éclaircir, pour ceux qui voient pas exactement ce qu'on met derrière data, on parle essentiellement de faire tout ce qu'on peut pour avoir un taux de clic important, d'avoir une bonne durée de visionnage sur sa vidéo. Et donc, je pense que quand tu dis que la partie data, on va la faire au moment de l'écriture du script, ça peut paraître bizarre de penser comme ça, mais en réalité, c'est que tu écris un script de telle manière que tu sais que la structure même de ton script va faire en sorte que les gens vont rester longtemps sur la vidéo. Donc, exactement. un bon watch time. Quelle que soit quelque part la performance que toi tu vas faire face cam, quoi. Tu peux alors c'est quand même important, parfait, attention, bien sûr, voilà. Bien sûr, mais tu peux ne pas être parfait, tu sais que tu peux te reposer sur une bonne structure, quoi. Bien sûr. Ok, tout à super. T'es resté combien de temps chez Frandroid ? Je dirais un peu moins de 2 ans, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Donc du coup, en fait, je suis arrivé chez eux juste après mon école. Je m'étais vraiment fixé comme objectif de travailler sur YouTube pour un média ou une marque. Et Ulrich Rosier de Frandroid m'a donné ma chance. Et l'idée, c'est que tout de suite, ils m'ont donné leur GH4 un peu claqué qu'ils avaient, tu connais. Et on a commencé à faire des tournages sur des tests, tout ça. Et alors voilà, chiffre à vérifier, mais en tout cas, je suis sûr et certain d'être parti après les 100 000, genre vers les 115, 120 000 abonnés. Et quand je suis arrivé, je crois qu'on était autour des 30 000. Donc voilà, Frandroid, aujourd'hui, en 2022, c'est un des plus gros médiathèques de France, si je dis pas de bêtises. Je trouve ça cool que aujourd'hui, leur chaîne YouTube, ce soit, alors pas en termes d'influenceurs, mais en termes vraiment de médiathèque, sauf erreur de ma part, c'est la numéro 1 en France. Donc, je suis content d'avoir contribué à ça. Et pour l'anecdote, sur les 4 vidéos qui ont fait le plus de vues sur la chaîne Frandroid, donc de toute l'histoire de la chaîne, c'est moi qui en ai produit 3. Donc voilà, c'est juste pour dire que j'étais vraiment c'est là où j'ai commencé à être en mode il faut vraiment qu'on se concentre sur les datas et pas juste faire de la vidéo pour accompagner les tests, quoi. C'est-à-dire que tu t'es dit en fait ça va, je dois avoir des bonnes compétences à apporter à d'autres parce que j'ai réussi à développer cette chaîne, quoi. Je suis content parce que tu sais, quand t'as un rêve, donc là en l'occurrence c'était d'être sur YouTube d'une façon ou d'une autre, et que t'arrives à obtenir des résultats, c'est vrai que c'est assez grisant et t'as envie de continuer un peu plus loin, quoi. Ok, et pourquoi ça s'est arrêté alors du coup chez Frandroid ? C'est toi qui a quitté le navire, ils avaient plus de budget, c'est quoi le... alors là je sais pas si on va s'éterniser les 4 ans là-dessus, mais en vrai il y a un rédac chef avec qui je me suis assez violemment pris la tête. C'était un problème humain. Voilà. D'accord. Okay, mais sinon, je fais quand même une parenthèse. Humanoid, c'est une boîte qui est quand même top, qui contient Numérama, Frandroid, depuis récemment Mademoiselle, et 95% de l'équipe est top. Et actuellement, je suis en train de record un podcast chez un journaliste que j'ai rencontré là-bas et qui est un de mes meilleurs potes. Donc voilà. Ouais, donc c'est vraiment un groupe de médias. C'est pas juste Frandroid, quoi. Exactement. Ok. Moving on. Derrière, tu as créé une agence Red Content, si je dis pas de bêtises. Est-ce que je crois qu'il y a une période pendant laquelle tu as essayé d'en faire ton activité, donc là, tu bossais plus pour quelqu'un d'autre, tu étais ton propre chef d'entreprise. Tu peux nous parler un petit peu de ce projet-là ? Parce que moi, c'est par ce projet-là que je t'ai connu, en fait, au départ. Alors, je fais un micro étendard qui est que entre les deux, j'ai également un peu travaillé avec le Journal du Geek qui possède également Rap et R&B. Voilà, c'était une expérience un peu sympa, toujours tournée autour de YouTube et que j'ai eu grâce à l'expérience tech. Mais c'est vrai que c'est une expérience qui s'est avérée assez courte parce que tout simplement le rap, le milieu, pas le rap, mais le milieu rap sur YouTube, c'était quelque chose d'assez anxiogène. Je pense que ceux qui travaillent dedans
peuvent en témoigner. Avec des clashs et donc c'est drama sur drama, c'est c'est pas mon délire, quoi. Mais après, en effet, donc du coup, fort de cette expérience, j'ai décidé de lancer une petite boîte dans laquelle on faisait de la production de contenu uniquement pour YouTube, pour des médias et des marques, et dans lesquels on a produit donc du coup un concurrent à Frandroid dans la tech qui est Phone Android, où on a géré leur chaîne pendant un moment. D'ailleurs, on vient de passer les 100K, tout ça, donc tout le monde est content. Et également Studio Sport, qui est le plus gros revendeur d'action cam et de drones en France, devant Darty et la Fnac. Donc on a produit leur contenu pendant un petit moment. D'accord. Et en quoi c'était différent de ce que tu faisais chez Frandroid? L'idée, c'est que chez Frandroid, forcément, quand t'es entre guillemets technicien data, t'as pas la pression. Tu vois ce que je veux dire? T'es vraiment, tu t'occupes de tes tâches et basta. Maintenant, quand t'es chef d'entreprise dans ce genre de domaine, tu dois continuer à optimiser ton temps pour que tu puisses de temps en temps te passer devant la caméra quand il y a pas de journaliste disponible. J'avais des employés, donc le management, et également la partie data, et surtout, et c'est un peu mon grand point faible, c'est un peu ma kryptonite, la partie commercial prospection. C'est-à-dire que voilà, on va pas s'étendre 80 dessus, mais c'est vrai qu'on avait un produit dont nos clients étaient satisfaits, qui était cost-effectif. Les gens avec qui je travaillais, ils étaient honnêtement contents de travailler sur ce genre de projet et tout. Enfin, franchement, bonne ambiance et tout. On gagnait de l'argent, on était bénéficiaires, et ça même en période de Covid. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Et finalement, voilà, ce qui va changer par rapport à ce que je faisais avant, c'est vraiment l'augmentation de mes palettes de compétences sur la partie gestion humaine, gestion des calendriers de production, parce qu'on n'est pas juste sur une chaîne, mais sur jongler à produire plusieurs chaînes en même temps. Voilà, en gros, c'est ça qui a changé. D'accord. Et il y avait, dans mes souvenirs, mais je me suis peut-être trompé, il n'y avait pas l'idée d'avoir un studio que des médias pouvaient venir louer chez toi et venir tourner leurs émissions directement non, mais chez vous? c'est exactement ça. C'est en fait, on avait un local, donc du coup à Sentier, sur lesquels en fait on avait plusieurs décorations. Donc on créait des décorations personnalisées pour les chaînes YouTube. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder les vidéos de Studio Sport et de Phone Android. Et l'idée, c'est qu'en fait, on permettait aux journalistes, on avait mis en place un agenda, un calendrier, et les journalistes venaient quand ils voulaient. Nous, on mettait en place notre setup caméra, tout ça, et puis on y allait, quoi. Donc en fait, ça permettait aux journalistes d'avoir tous un point de repère sur Paris, parce que tu sais, ils habitent tous à gauche, à droite. Ça permettait aux clients de pas avoir une grosse structure, de pas avoir à payer de matériel, tout ça, on s'occupe de tout. Donc si, en fait, c'était vraiment un lieu où les gens venaient pour tourner des vidéos YouTube, et nous, on s'occupait genre de tout le reste. Voilà, c'était vraiment en mode, écoutez, nous, on vous aide un peu si vous voulez pour la partie éditoriale, pour les sujets, on vous donne des datas, tout ça, mais après, c'est vous qui choisissez qui a le dernier mot sur les sujets, vous venez quand vous voulez, nous, on fait en sorte que les caméras soient prêtes, le journaliste, il arrive, on fait rec, et ensuite, on monte, on optimise, on fait les miniatures, on fait les datas, on met sur YouTube, et voilà, quoi. Ok. C'était la vie d'Aloca. Question thématique, on est beaucoup sur des médias depuis le début, là, en fait. C'est vrai. Android, Phone Android, tout à etc. C'était un choix de ta part, parce que c'est un domaine qui te passionne pour une raison ou pour une autre, ou c'était plutôt, tu as commencé à bosser pour un média un peu par hasard, ça a bien marché, du coup ensuite c'est plus facile d'aller convaincre d'autres médias de continuer avec toi? Eh ben écoute, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que j'ai commencé par un média, alors que au début, genre, je sais pas s'il y avait un Pierre Cross qui m'a dit viens bosser avec moi, j'aurais pas dit non, tu vois. Donc j'ai commencé par les médias, et puis je me suis aperçu que les médias appellent les médias, et que quand on dit ouais, j'ai bossé pour j'ai bossé pour FR, j'ai bossé pour JDG, pour FRNB, tout ça, et les gens disent ah ok, très bien, enfin tu vois. C'est vrai que les gens qui travaillent dans les médias, en fait, ils connaissent plus les médias que finalement les influenceurs, donc c'est une chose. Et en fait, après il y a eu l'expérience. Et qui est que à travers ce que j'ai fait, je me suis vite aperçu que travailler avec des créateurs, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que travailler avec un média. Intéressant, j'aurais pas dit ça, tu vois.
Quand je dis compliqué, ce que je veux dire, c'est surtout sur le problème humain. C'est-à-dire un média, en fait, on te donne l'épée et le bouclier, on te dit, bah vas-y, fais-nous des trucs, propose des choses. T'as plus on de est liberté open. en fait. Tu Ah, peux plus, complètement. ouais. T'es beaucoup plus libre à bosser sur un média, à part si t'es sur un énorme média qui a une charte graphique, machin, super carré. Mais sinon, t'es beaucoup plus libre sur un média, en vérité. Sauf au niveau des titres, ils sont très intransigeants. Mais sinon, on était beaucoup plus libre qu'avec un créateur qui a sa propre patte, qui va te faire remonter 10 fois un truc parce que c'est pas exactement l'intro qu'il avait fait en résonance à une vidéo d'il y a 2 ans. Enfin, tu vois. Non, c'est. En tout cas, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à bosser avec des médias qu'avec des créateurs. Et mais je pense que dans l'évolution de mon poste actuel, je serai de plus en plus amené à bosser avec des créateurs par rapport à faire tout ce qui est promotion, faire du cross-channel, quoi, tout simplement. Ok. Voilà. Alors, on passe à l'expérience d'après qui, je pense, va être la plus importante pour tous ceux qui nous écoutent. C'est ton expérience chez Jelly Smack. Parce que pour le coup, Jelly Smack, là, tu as bossé directement ou indirectement pour des gros créateurs de contenu. Tu vas nous rappeler un petit peu ce que fait Jelly Smack pour ceux qui ne connaissent pas. Bien sûr. C'est une énorme boîte qui est en train de prendre... voilà. En fait, pour les auditeurs qui sont juste youtubeurs entre guillemets, peut-être vous êtes en train de découvrir tout un monde là en fait de comment les médias produisent du contenu pour YouTube, comment ça se fait qu'ils arrivent à publier 25 vidéos par jour, être premiers sur les actus, tout ce genre de choses. Et bah il y a aussi tout un monde autour des gros créateurs de contenu et Jelly Smack s'est positionné très tôt là-dessus. Et du coup toi t'as bossé pour eux et donc du coup ça va être super intéressant je pense de voir notamment. Moi, je t'incite à ce qu'on aille parler un petit peu d'A/B testing, de titres, de miniatures, de trucs comme ça, parce que c'est un gros élément du YouTube Game. Vas-y, dis-nous un peu, est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher Alors, un peu de contexte. Ouais, vas-y. Alors, je crois que oui, c'est eux qui sont venus me chercher sur LinkedIn, RPZ. Et l'idée, c'est que pour simplifier les choses, Jelly Smack, c'est une startup française qui a fait une levée de fonds de... je crois que c'est franco-américain. Alors, je suis pas sûr à 100%, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le plus gros de la workforce est en France. Voilà, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça que je dis français, mais oui, peut-être que c'est. Mais pour avoir discuté avec les créateurs, en tout cas, eux, ils sont français, donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire? En gros, l'écosystème Jelly Smack, c'est de se dire, aujourd'hui, on a énormément de créateurs sur Facebook, mais qui ne font pas finalement de contenu sur les autres réseaux. Sur Typiquement. Facebook ou sur YouTube? C'est surtout Facebook en fait. Au début, c'était les créateurs Facebook. D'accord. Ah non, excuse-moi. En fait, l'idée, c'est de se dire, on va chercher des créateurs sur YouTube qui performent déjà plus ou moins. Après, ils ont affiné leur algo pour détecter quel genre de contenu pourrait marcher sur Facebook, même si c'est des petits YouTubeurs, ou inversement, même si c'est des gros YouTubeurs, mais que c'est pas très Facebook friendly. Et en gros, c'est de se dire, on va voir le créateur, on lui dit, écoute, on prend tes contenus, tu fais rien. Nous, on les réédite, on les remonte, et on va te générer une page Facebook sur lesquels on va mettre beaucoup d'argent. Alors, je crois pas qu'il y ait de NDA dessus, donc voilà. Mais en gros, c'est de se dire, on va mettre, j'ai pas de chiffre exact, mais plusieurs dizaines de milliers de dollars sur chaque page Facebook créée, et pour générer des abonnés, enfin des suiveurs, quoi. Et les contenus qu'on t'a pris et qu'on a réédités, on va les uploader sur cette page. Ça va créer de la rémunération et on va se faire un rev share. Ça veut dire que le créateur, il fait quoi? Un rev share, c'est le fait de générer des contenus et de le repartager derrière. Ça veut dire que sur 100% des revenus qui vont être générés par Facebook grâce à cette opération, Jelly Smack, c'est un exemple, hein, genre je pense pas que je suis autorisé à dire les pourcentages exacts, mais Jelly Smack se prend par exemple 50% et reverse 50% au créateur. Ça veut dire que le créateur, il fait rien du tout. Ouais. Nous, on met de l'argent sur ces pages Facebook et ça les concerne pas. Et du coup, on se crée des revenus et donc lui, c'est des revenus additionnels sans qu'il fasse rien. Nous, on se fait des revenus là-dessus. Et l'idée, le pari de Jelly Smack, c'est de se dire, cette page Facebook, dans 3 ans, sauf si on renouvelle le contrat, dans 3 ans, même si c'est nous qui l'avons créée, elle va t'appartenir au créateur. Donc, ça veut dire que tous les efforts qui ont été faits en termes de paid acquisition, édito, tout ça et tout, dans tous les cas, ça va revenir à 100%. Paid acquisition, c'est la publicité, c'est ça? Exactement, c'est de la pub, exactement. Et dans tous les cas, ça veut dire que dans 3 ans, la page va te revenir à hauteur de 100%. Donc, normalement, pour un créateur qui, à part s'il a des raisons précises, hein, mais pour un créateur un minimum intéressé, enfin, c'est tout bénef, quoi. Genre, le mec, littéralement, il perd rien, quoi. C'est zéro de chez zéro risque.
Donc prenons un exemple. La chaîne du coin des youtubeurs, comme tu le sais, elle a déjà dépassé le 1 000 000 d'abonnés largement. C'est une chaîne hyper performante avec plein de productions vidéo incroyables. Et donc du coup, Jelly Smack me contacte. Ils me disent, est-ce que ça vous intéresse de signer un contrat pour qu'on puisse réutiliser vos vidéos, certaines de vos vidéos, toutes vos vidéos, exactement. pour en faire des petites vidéos type Facebook, c'est-à-dire peut-être 3 minutes, 3, 4 minutes. Voilà, on ne va pas réuploader les vidéos bêtement, des trucs de 20 minutes. Dont on sait qu'elles vont bien performer sur Facebook. Et sauf qu'ils savent que s'ils créent une page de zéro et qu'ils mettent des vidéos dessus, il va rien se passer pendant des mois. Et donc l'idée, c'est de dire, on met de la pub sur les premières publications pour que ça crée un peu un effet boule de neige. Et ensuite, donc, c'est-à-dire qu'il y a un investissement là par le Jelly Smack. S'ils mettent 10 000 $ sur moi, c'est qu'ils ont intérêt à être sûrs de leur coût et que ça va marcher derrière. Alors déjà, pour rembourser leur investissement, il faut que ce soit totalement. Alors déjà, premier indice, vraiment, c'est plus que 10 000. Bon, ça dépend des créateurs, j'imagine après, mais. Ouais. Et l'idée, c'est qu'en fait, hier, je pense que la version 1 de faire ça, c'est juste de dire on prend des gros créateurs, on les met sur Facebook, un peu en mode no-brain. Mais maintenant, en fait, ils ont vachement affiné leur technique. Et ce qu'ils font, c'est que par exemple, c'est pas un exemple d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez concret. Ils vont voir une youtubeuse beauté qui a 50 000 abonnés, quelque chose comme ça, 100 000. Ils prennent des vidéos, tu vois, et avec l'accord évidemment du créateur, ils en réditent genre juste 2-3, tu vois. Et ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils ont des pages ultra génériques sur Facebook où en gros, c'est pas des pages de créateurs, mais des pages qui par exemple parlent beauté. Tu vois. Et en fait, du coup. Exactement. Du coup, ils vont mettre ces 3 contenus. D'ailleurs, ou peut-être 6. Je crois qu'en fait, ils rééditent 2 contenus qui ont super bien marché, 2 contenus qui ont moyennement marché et 2 contenus qui n'ont pas du tout marché. Et en fait, ils uploadent ces 6 vidéos à des intervalles différents, machin. Bon, il y a une stratégie derrière. Et ensuite, juste, ils voient si l'audience de la page mère, elle est réactive ou pas. Et ça leur donne quand même un bon indice pour savoir si c'est intéressant de travailler avec ce créateur ou pas sur le long terme, quoi. Ok. Et du coup, toi, chez Jelly Smack, tu faisais quoi? C'était quoi ton boulot au quotidien? Alors, moi, je suis arrivé chez Jelly Smack, vraiment, j'étais sauf erreur de ma part, la première personne qui était vraiment YouTube dedicated. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors c'est pas des chiffres à jour, mais genre 70% du chiffre d'affaires de Jelly Smack, c'est drivé par Facebook. Et ils sont arrivés en mode bon, alors le marché, on n'est pas encore à saturation, mais il faut qu'on commence quand même à regarder un peu comment optimiser nos sources de revenus ailleurs. Et donc du coup, ils ont créé ce poste entre guillemets pour moi, pour justement pour pouvoir checker tout ça. Donc en fait, mon boulot, il était multiple. C'était à la fois d'aider les équipes opérationnelles à optimiser leur contenu sur YouTube, parce qu'autant ils étaient hyper chauds sur Facebook, mais pas sur YouTube. Donc en gros, c'est moi qui ai créé les guidelines chez eux pour, en tout cas uniquement sur YouTube, hein, pas sur les autres plateformes, sur comment optimiser ces uploads sur YouTube, community management, tout ça. Pareil pour aider C'est-à-dire, je pensais qu'ils prenaient juste des vidéos YouTube qu'ils les remettaient sur Facebook. Mais non, mais alors justement, ça en fait c'est ça c'est comment ils gagnent 70% de leur argent. Ouais. Et ensuite, donc du coup, pour YouTube, ce qu'ils ont fait, c'est que il y a déjà les Jelly Smack owned, c'est-à-dire qu'ils produisent du contenu pour YouTube, ou c'est des chaînes YouTube qui sont à eux et uniquement à eux. D'accord. Et donc du coup, il y avait cet effort d'optimisation. Et le coup de génie pour moi que Jelly Smack a fait, et pour moi c'est un business model qui est assez incroyable, c'est en gros ils ont fait un partenariat avec des gros majors de cinéma à Hollywood, donc la Fox, whatever, enfin des gros trucs quoi. Et en fait ils ont les droits pour poster des films sur YouTube. Et le coup de génie de Jelly Smack, c'est de se dire on va pas poster des films, de toute façon je pense que les majors étaient pas d'accord, mais de se dire vous pouvez faire 8 clips de 3-4 minutes pour chaque film qu'on vous passe et les uploader sur YouTube. D'où la chaîne qui s'appelle Binge Society, qui aujourd'hui a plus de 4 millions d'abonnés, si je dis pas de bêtises. D'accord, c'est Jelly Smack derrière Binge Society. Derrière Binge, exactement. Et dans lesquels, en gros, bah voilà, ils uploadent des clips, machin et tout, et ça fait des vues faciles, colossales, avec une super communauté, un RPM qui vacille, mais qui génère quand même pas mal d'argent. Et l'idée, tu vois, c'était après voilà, juste pour donner quelques noms à part Binge Society, Jelly Smack, ça a aussi Oh My Goal, qui est un des plus gros médias foot sur YouTube, également Beauty Studio, qui est un des plus gros beautés, Jean Loup, très très
certainement, Ouais, à Gamology. Voilà, ils ont un écosystème sur YouTube. Ils ont créé un écosystème YouTube. Mais la vérité c'est que et c'est pas grave, hein, c'est que c'est les kings sur Facebook. Ils aimeraient être les kings sur YouTube, mais le problème c'est que de créer un écosystème, un workflow qui soit vraiment cross-platform, aujourd'hui c'est encore un enjeu pour JLSmack, et c'est quelque chose auquel j'ai été énormément confronté dans mes tâches au quotidien. Et du coup, ça fait ma transition. Quelles étaient mes tâches au quotidien? Concrètement, tu fais quoi le matin? T'arrives, tu prends un café ensuite? Alors déjà, je bois pas de café, mais je prends je fais un suivi continu assez macro de toutes les évolutions des chaînes, c'est-à-dire toutes les chaînes. Donc là, on parle d'une 70 chaînes. Hein, quelles ont été les évolutions par rapport à la semaine passée. Et l'idée, c'est de se dire, ok, est-ce qu'on a créé plus ou moins de contenu qui peut justifier ça? Pourquoi? Et ensuite de faire un classement des chaînes qui ont le moins performé par rapport à la semaine précédente, celles qui ont le plus performé, de donner des explications et de faire un point aux équipes. Des fois, c'est juste de dire, vous avez produit un peu moins, donc c'est normal que vous avez un peu moins. Ou bien la semaine dernière, vous avez fait un contenu qui a cartonné de ouf, qui a buzzé, donc c'est pas illogique qu'on ait à moins 20% sur cette semaine. Voilà, l'idée c'était juste pour ce point-là de mon boulot, de faire un point de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine et pourquoi. D'accord. Et ça a des avantages. C'était que des chaînes créées par JLSmack ou il y avait des chaînes de créateurs aussi? Très bonne question. Alors, la plupart de ces chaînes, ce sont des chaînes produites et gérées par JLSmack. Et on avait une petite dizaine de chaînes qui, justement, pour le coup, on allait vers des créateurs et on leur disait, écoutez, vous vous occupez entre guillemets que de écrire et de tourner de la vidéo, de la cadrer, voilà, et vous nous envoyez les rushs. On s'occupe du montage, de la miniature, de l'upload, du cross, de la pub, cross channel, tout ça. Donc l'idée c'était qu'on s'occupait d'une dizaine de chaînes de créateurs, mais en toute franchise, c'est pour cette partie de l'activité, autant sur Facebook, JLSmack gère des énormes trucs. Là, je parle vraiment de MrBeast, vraiment des trucs assez colossals. Autant sur YouTube, comme la plus-value qu'on pouvait apporter était quand même assez réduite. Je crois que la plus grosse chaîne qu'on s'occupait, c'était 700, 800 000 abonnés. Alors attention, il y a des chaînes JLSmack qui sont plus grosses que ça. Oui, non, mais c'est pas rien. Mais je veux dire, dans un écosystème, dans un écosystème JLSmack où MrBeast, genre il l'appelle comme ça pour lui poser des questions. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, c'est quand même, ils ont le bras long, quoi. Par rapport à l'écosystème influenceur, d'avoir la meilleure chaîne qui a 8 millions, c'est pas fifou, quoi, on va pas se mentir. C'est là qu'il faut aussi comprendre les questions d'échelle. On parle ici d'une entreprise qui va dédier du temps humain pour des chaînes YouTube. Donc on n'est pas sur le cas d'un créateur qui doit juste générer 3 ou 4 000 euros par mois pour se payer un assistant. On est sur des énormes investissements et donc il faut qu'il y ait des millions de vues en face, sinon ça voire des milliards pour certaines chaînes, sinon c'est pas rentable. Donc c'est pour ça que quand Goran dit c'était une chaîne à 700 000 abonnés, c'était une petite chaîne, parce que c'est pas rentable d'investir autant de moyens humains, parfois financiers, parce que tu sais qu'il y a de la pub en plus dessus, pour des chaînes qui sont pas dans les toutes meilleures en fait du YouTube game. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre, voilà, on parle d'un autre milieu, d'un autre monde quelque part que celui qu'on connaît. Et en fait, si vous voulez, la logique, et je pense que tout le monde va comprendre à ce moment-là, c'est que autant une expertise YouTube quand t'es un créateur YouTube, quand une expertise Facebook quand t'es un créateur YouTube, c'est quelque chose que t'as pas forcément. Bien sûr. Déjà, t'as même pas de créer de page. Autant, en fait, plus tu es un gros créateur, et normalement, plus tu as compris YouTube, tu as compris comment YouTube marche. Donc, moins la valeur ajoutée de JLSmack était présente. Donc, c'est pour ça qu'il y a un énorme gap de facilité de signer des contrats avec des créateurs sur YouTube que sur Facebook pour ce genre de business. Sans compter que tu as aussi beaucoup de créateurs qui constituent leur équipe et donc ils ont quelqu'un dans leur équipe qui fait le même rôle que ce que tu faisais chez JLSmack finalement. Tout à fait. Ou alors ils font appel à moi. Non mais c'est marrant parce que je savais pas que JLSmack avait cette activité-là pour des créateurs. Et c'est exactement ce que je propose à mes clients en fait aujourd'hui. Moi je fais ça, je sais pas si on s'occupe du reste, quoi. Je sais pas si ça va être visionnaire par rapport à ton activité, mais l'idée c'est que JLSmack, aux dernières nouvelles, est en train d'arrêter. En tout cas, ils signent plus de créateurs sur YouTube pour gérer leur chaîne YouTube, parce que on est un peu en mode on a essayé, c'est dur à signer, on n'a pas vraiment de plus-value. Alors il va y avoir un gros turnover prochainement, toi-même tu sais, grâce aux A/B tests, mais en tout cas là dans la version actuelle de YouTube et de JLSmack, voilà, c'est pas
c'était beaucoup moins fonctionnel que sur Facebook. Ouais, mais ça me paraît logique. Enfin, là, je fais un petit aparté où on parle un petit peu plus du milieu professionnel de YouTube, mais ça me paraît logique que Jelly Smack, dans l'esprit de la plupart des gens, ils sont vraiment spécialisés sur la partie optimisation Facebook, qui est un truc qu'aucun YouTuber ne considère quasiment. Mais ils sont pas reconnus pour leur expertise YouTube, même s'ils en ont une. Ils en ont une, mais c'est pas dans leur image. Et c'est difficile d'avoir plusieurs images en même temps. Ouais. Ils en ont une, ils recrutent des gens pour ça, ils commencent même à créer, ils créent des outils, tout ça. Donc il y a vraiment, il y a une expertise. C'est juste qu'encore une fois, cette expertise, en fait, elle justifie pas le fait de passer par eux et de faire un rev share, tout simplement. Ouais, ouais, je vois bien. Là où quelque part, le fait que quelque part, moi, j'utilise ça dans mon activité aujourd'hui, je joue sur la partie data. C'est-à-dire que, en fait, je joue sur le fait d'être le gars de YouTube. C'est-à-dire, c'est le gars de l'algo YouTube, des analytics, etc. Si vous voulez un gars qui peut passer 10 heures à plonger dans vos analytics, j'essaie d'être cette personne. Et pour une boîte comme Jelly Smack, c'est compliqué de donner cette image-là quand on sait que derrière, il va y avoir beaucoup de personnes. Tout le monde ne peut pas être aussi passionné que ça de ça. Donc, en fait, si tu veux, il y a peut-être la possibilité pour une petite boîte comme la mienne de se positionner là-dessus, mais pour une grosse boîte, ça devient difficile à assumer, en fait, je pense. Bah, surtout. Je peux me tromper, mais en tout cas, c'est comme ça que je le perçois aujourd'hui. Bah, en gros, l'idée, c'est surtout, on va parler vraiment moyens mis en place. Moi, je garde une super expérience de Jelly Smack. Je suis super content d'être passé par eux, très sincèrement. Le souci que j'ai rencontré, c'est que du coup, on m'a donné à visionner, à trouver en gros des moyens de faire plus d'argent sur YouTube et aussi de monitorer les datas des chaînes YouTube qu'on manage. Et l'idée, c'est qu'on m'a donné tout de suite un catalogue de 60 chaînes, voire plus. Et donc, du coup, quand tu fais à la fois de l'opérationnel, de la data, et qu'en plus, tu dois proposer des sources pour développer des revenus sur YouTube qui sont annexes, c'est vrai que c'est compliqué de faire de l'analyse micro des chaînes. Oui, c'est pour ça que voilà. T'es passé d'une approche qualitative, c'est-à-dire que tu étais 100% dédié à 1, 2, 3 clients et vraiment pouvoir tout explorer avec eux, à une approche purement quantitative. On t'a dit, gère tes tableaux, dis-nous pourquoi le pourcentage de taux de clic a baissé de 2%. Exactement. Et tu pouvais pas prendre le temps pour chaque chaîne d'aller vraiment voir quel était le nœud du problème, parce que les chaînes sont toutes différentes et je comprends que ce soit problématique. Et je pense que c'est un petit peu les soucis qu'ont eu les networks à l'époque aussi, ceux qui ont énormément grandi, qui avaient des centaines, voire des milliers de chaînes à gérer, qui te vendaient un petit peu ça aussi, hein, le côté mais nous avec la donnée de toutes ces chaînes, on pourra vous aider, etc. Et en fait, en général, il y avait rien derrière parce que c'est juste impossible d'accompagner 1000 chaînes en même temps. Tu peux en accompagner 5, tu peux en accompagner 10 si tu as 2-3 personnes qui sont dédiées à ça. Au-delà de ça, ça devient techniquement compliqué, quoi. Et c'est ce que je faisais, où justement, grâce à toutes ces datas, tu peux essayer de relever des corrélations interchaînes. Alors ça, c'est passionnant. Ça, c'est intéressant. Voilà. Typiquement, quand tu dis, voilà, on a 20 chaînes beauté, donc on commence à avoir des tendances qui ressortent. On voit que toi, t'es un petit peu en dessous, donc tu devrais peut-être faire ça. Ça, c'est génial, ça. Ouais. Typiquement, tu vois, ça m'a permis de mettre en place un petit calcul que j'appelle le taux d'interaction, qui a une formule qui mélange sur une période donnée les nouveaux abonnés générés, les likes et les commentaires. Et ça me permet de donner une note, en gros, à chaque chaîne qui me permet de dire, OK, est-ce que les contenus de la chaîne, ils provoquent l'interaction chez le viewer? Tu vois. Et c'est vrai que si j'avais pas eu accès à cette base de données, je pense que ma formule aurait été beaucoup moins précise. Mais comme j'ai pu faire ça grâce à plusieurs niches, à des grosses chaînes, à des petites chaînes, tout ça, je peux dire que normalement ma formule elle est quand même assez efficace et qu'elle se colle à quasiment toutes les chaînes, quelle que soit leur niche et leur genre. Tu vois. Ouais, ça c'est un truc que tu peux pas faire sans ça, quoi. Est-ce que t'as trouvé une corrélation avec la performance des chaînes YouTube? C'est-à-dire, est-ce que ton indicateur, c'est le bon indicateur qui va dire, si t'es dans le vert, ça veut dire que ta chaîne se développe bien? Ou est-ce que c'est plutôt un indicateur pour par exemple, pour faire des partenariats avec des marques qui souvent sont très en demande justement d'interaction sur les vidéos, etc. Et que tu peux leur dire, là, il y a 5% de taux d'engagement avec cet indicateur-là.
pour En signer fait, des deals c'est un indicateur secondaire. Ça veut dire que ça fait pas partie des toutes premières choses que je vais analyser pour essayer de savoir si une chaîne est en bonne santé ou pas. Mais quand je peux comparer des chaînes qui font plus ou moins les mêmes vues, qui ont plus ou moins le même nombre d'abonnés, et qu'on voit que le taux d'interaction il est différent, en fait, t'en déduis des choses. Voilà, t'en déduis Ouais. que c'est pas innocent non plus, que c'est peut-être pas aujourd'hui le KPI number one pour percer, mais que ça fait clairement partie de l'équation. Alors KPI, je traduis, c'est un indicateur de performance. C'est ça. Non, mais enfin, après, nous, on pourrait geeker pendant des heures là-dessus, parce que Goran et moi, on sait on est fan de ces trucs-là. C'est aussi quelque chose que je fais. Alors, j'aimerais le faire beaucoup plus. J'aimerais y passer peut-être 2 jours pleins par semaine à faire des trucs comme ça. Parce que j'ai la chance aussi d'avoir accès à je sais plus, 60 ou 80 chaînes YouTube par toutes les chaînes que j'ai pu coacher, où souvent je leur demande est-ce que vous pouvez me laisser accès aux analytics si ça vous embête pas. Donc j'ai accès à tous ces analytics. Et justement, parfois, tu te balades dans les analytics d'une chaîne en faisant l'audit, en faisant l'analyse, et tu te dis, est-ce que ce serait pas ça l'indicateur qui fait que, en fait, cette chaîne, elle va continuer de grandir très rapidement? Bah, il y a des Et choses du qui coup, tu te ressortent, hein, dis, il y a rien cet d'innocent. indicateur est intéressant. Ou quand il y a des nouveaux outils que YouTube met en place, tu vois, par exemple, les nouveaux viewers versus les returning viewers et tout. Et tu te dis, ok, cet indicateur-là, il me paraît intéressant, et du coup, tu vas aller extraire les données de 60 chaînes et t'essaies de voir si statistiquement, ça ressort comme étant, voilà, il y a une vraie corrélation, il y a un vrai indice de corrélation fort, ou est-ce que, bah non, en fait, j'ai fait fausse piste. Pour vous donner un petit peu une idée, c'est comme ça qu'on arrive à démontrer que, par exemple, les tags ne jouent pas particulièrement sur la découvrabilité des vidéos, Putain, les tags. que le nombre de commentaires, tu sais, les commenter pour l'algo, etc., non plus. On peut le démontrer parce que quand on fait des analyses statistiques comme ça sur 60 ou 100 chaînes, on voit qu'il n'y a pas de différence, ou très peu, entre une où il y a beaucoup de commentaires ou pas beaucoup de commentaires, par exemple. Donc c'est comme ça qu'on peut en fait ensuite vous affirmer des choses et vous dire non, attention, ça c'est une connerie qu'on véhicule sur YouTube depuis des années, mais qui a peut-être été vraie en 2015, mais qui aujourd'hui n'est plus vraie. Ah, moi, ce qu'il y a, les En tags, faisant ces démonstrations-là. les tags, quand je vais voir quelqu'un et je le regarde droit dans les yeux et je lui dis, frère, les tags, ça sert à rien. Genre des fois, il y en a qui me disent quoi, mais t'es sûr, on m'a dit que Mais oui. genre machin et tout, et genre non mais vraiment genre les tags faut arrêter. Genre s'il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui en 2022 et qui s'investit profondément dans les tags, genre je te jure fais autre chose de ton temps, promis, vraiment. Ouais, c'est quelqu'un qui a géré des chaînes avec des millions d'abonnés qui vous dit ça, hein. Voilà. Mais ça c'est un cheval de bataille. Enfin, je veux dire, c'est chiant de devoir encore en 2022 insister là-dessus. Ah bah d'ailleurs, Mais en fait, ce qui est tips, compliqué, si tu veux, c'est que si tu te mets dans la peau d'un petit créateur qui cherche à ouais, démarrer sa chaîne YouTube et qui veut des infos, ouais. quand tu regardes la masse de chaînes YouTube qui donnent des conseils YouTube, t'en as Mm. une extrême majorité qui sont des personnes qui en fait ne sont pas passionnées de la plateforme et n'ont pas vraiment été creusées les analytics. Et ce C'est qu'ils font vrai. en général, c'est qu'ils vont apprendre sur d'autres chaînes ou bien ils se payent une formation, Ou un truc sur comme des ça. forums ou de formation. Voilà, Ouais. parfois sur des vidéos anciennes. Et ils vont se dire, ok, ouais, cette méthode-là a l'air assez simple et assez cohérente, ça se tient. Mettre des tags pour faire du SEO, ça paraît logique. Donc, bah, je vais enseigner ça sur ma chaîne. Et en fait, ils vont répéter des choses qu'ils ont vues ailleurs sans chercher à voir si ça fonctionne ou pas. Donc c'est une démarche presque de répétition et pas tellement scientifique. Et surtout, si ça permet d'avoir un message simple et de vendre des formations derrière, parce que souvent il y a des formations derrière, faut pas se le cacher, c'est encore mieux parce que ça fait mieux vendre quelque part. D'ailleurs, avec mon code promo Et Goran, vous aurez 10%. Non, mais plus c'est sérieusement, ça. il y a autre chose qui se met aussi dans l'équation, je pense. C'est un peu l'effet. Je pense que les gens qui s'intéressent vraiment à l'algo YouTube, mais genre de façon pas massive, mais de plus en plus, ça date d'il y a quelques années, tu vois. Et je pense qu'en fait, il y en a beaucoup. Et je pense que la logique n'est pas mauvaise de base. C'est de se dire, oui, mais si YouTube propose un outil d'optimisation, c'est que forcément ça compte dans l'algorithme. Et comme YouTube n'a toujours pas retiré la partie Ouais. tags, alors qu'on sait que ça sert à rien, bah je comprends la logique de se dire ah bah si ça existe, c'est que forcément c'est un intérêt. Alors que en fait c'est entre guillemets juste un reliquat. Voilà. Ouais, c'est ça. Puis t'en as beaucoup des reliquats, parce que après tu pourrais aussi dire que c'est important de mettre l'endroit où t'attendais ta vidéo, parce qu'il y a l'outil qui te permet de le faire. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Ouais. Mais ouais, non, c'est intéressant. Après, voilà, juste pour terminer sur les tags, on fait un aparté, c'est pas bien du tout, mais c'est pas grave. Si vous voulez juste mettre des mots-clés comme ça en passant, parce que vous avez testé un produit, vous avez été mettre le nom du produit, ça vous fera pas de mal, faites-le, ça vous prend 4 secondes. Non, là, ce qui est compliqué, c'est ceux qui vont aller passer 2 heures, 3 heures, 4 heures à chercher les mots-clés qui vont mettre voilà, sur TubeBuddy, sur des outils comme ça. Et pareil, TubeBuddy, c'est un reliquat, c'est-à-dire que TubeBuddy a commencé par ses optimisations de tags, etc. C'était les premiers outils qu'ils ont mis en place. Et ces outils-là, ils n'ont pas évolué depuis 5 ans, en fait.
parce que ils ont, voilà, et quelque part ils jouent aussi là-dessus parce que ça leur permet d'avoir des nouveaux clients, même Totalement. s'ils savent très bien que ça marche pas très bien, mais voilà, c'est un bon Bon, moyen de faire après, venir des clients. ils ont optimisé, je vais pas faire de la pub pour eux, mais ils sont aussi optimisés, ils essaient de s'adapter, notamment en proposant des outils d'A/B test soi-disant organiques. Voilà, ils sont pas, Ouais, ils ont c'est pas uniquement un outil de tag, quoi. Non, on va dire que c'est le point d'entrée en fait pour beaucoup de Oui, tout à personnes fait, parce que c'est totalement, gratuit. totalement. Mais dans les outils avancés, ils ont des trucs géniaux avec l'intelligence artificielle, etc. Et sur les miniatures et tout, c'est des trucs très très performants. Bref, parenthèse terminée. Donc chez Jelly Smack, t'étais beaucoup sur du suivi de chaîne, des choses comme ça. Est-ce que t'as fait justement de l'A/B test et tout? Est-ce que t'as fait un petit peu de Facebook aussi, ou t'étais vraiment le spécialiste YouTube chez Jelly Smack? Alors, moi j'étais totalement focus YouTube chez Jelly Smack, D'accord. et concernant l'A/B test, il faut savoir que c'est un énorme enjeu. Alors, je vais pas juste parler de Jelly Smack, je pense qu'en fait juste c'est un énorme enjeu. Point. Quelle que soit la boîte, le créateur, c'est un énorme enjeu pour tout le monde. Aujourd'hui, YouTube est clairement en retard par rapport à Facebook sur cet outil. Pour expliquer un peu, Ouais, un voilà. A/B test, Explique-nous ce voilà. que c'est qu'un A/B test et comment ça Ok. fonctionne. Ouais. En fait, un A/B test, c'est de se dire qu'on va diffuser, par exemple, une vidéo. Et donc en la diffusant, ça va générer des impressions. Ça veut dire que les gens vont voir la miniature, le titre, tout ça. Et l'idée, c'est d'envoyer cette vidéo sur les internets, mais avec, par exemple, si ça génère 10 000 impressions, eh ben on va dire à Facebook, écoute, je veux que tu génères 5 000 impressions avec ce titre et 5 000 impressions avec ce titre. Et l'idée, c'est de se dire, sur ces impressions, on va voir quel titre a généré le plus de clics, le plus de vues. Voilà. Donc ça, c'est applicable sur beaucoup de choses. C'est applicable sur les titres, c'est applicable sur les miniatures, et même sur Facebook, c'est applicable avec le montage. C'est-à-dire qu'une même vidéo, je pense que, je sais pas si tu as déjà vu sur Facebook, tu regardes un truc sur Allociné, par exemple une petite séquence de film, et à chaque fois ils vont mettre pendant les 5 premières secondes un moment genre super fort de la séquence qui va suivre. Ouais. Ensuite, t'as un whoosh blanc et ensuite ta vidéo commence. D'accord. En fait, c'est l'accroche de ta vidéo en fait. Exactement. Donc, ça. Et du coup, regardez sur Facebook, et je vous assure, vous allez forcément tomber sur ça. Vous allez tomber sur 3-4 fois la même vidéo, mais la seule chose qui change, ça va être l'intro. Et en gros, ça permet de se dire, ok, cette intro marche mieux. Donc, sur tous les films d'action où on a ce genre de séquence, on va plutôt optimiser ça de cette façon pour que on ait plus de trafic, plus de vues, plus de revenus dans le futur. L'idée, c'est que sur YouTube, ce que on veut, enfin par rapport à la plateforme, comment elle est agencée, l'enjeu de l'A/B test, c'est de savoir quels sont le meilleur type de miniatures. Tout simplement, si vous avez un contenu qui déchire avec un bon titre, mais que votre miniature elle est nulle, alors je dis pas que votre contenu va flopper, mais il va moins être successful que si on a une miniature de fou. Et l'idée, c'est de se dire, écoutez, j'ai 4 miniatures différentes, je trouve qu'elles sont chambées. Allez, on les met sur YouTube. YouTube va générer des impressions et on aura un résultat qui dira, écoute, c'est cette miniature qui a généré le plus de clics, le plus de vues, donc c'est ce que tu devrais mettre. Et ça, c'est vraiment ce qu'on cherche. Pareil pour les titres, hein, évidemment. Mais l'idée, voilà, c'est de se dire, on aimerait pouvoir A/B tester les titres et les miniatures. Le contenu, comme c'est une URL fixe, on peut pas A/B tester l'editing, malheureusement. Ouais. Ça, je pense que montage, même techniquement, c'est ultra compliqué. Mais par contre, il y a de la place pour vraiment qu'aujourd'hui, YouTube devienne une belle plateforme de diffusion en proposant, comme ce que fait Netflix, hein, Netflix c'est le roi de l'A/B test, hein, en proposant les meilleurs titres et les meilleures miniatures pour les contenus. Ça, c'est un vrai enjeu pour YouTube. Et voilà. Et ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de youtubeurs qui le font déjà. Nous, on le fait pour nos clients aussi. C'est-à-dire que quand un de nos clients va sortir une vidéo, on a systématiquement 2 combos titres et miniatures. On en met un, on voit si ça fonctionne, et si au bout de 2-3 heures ça fonctionne pas, on switch directement sur le suivant. Mais ça, c'est ultra minoritaire. Hein. Je pense qu'il y a 5% des créateurs qui font ça aujourd'hui. Hein. Alors, tu as beaucoup de gros créateurs, mais sur les petits, en général, on prend pas la peine de le faire. Donc ça, c'est pas de l'A/B test, parce que quelque part, si tu me dis si je me trompe, hein, mais quand on fait ça, on ne teste pas dans les mêmes conditions, puisque la première miniature aura été montrée à tous les ultra fans, ceux qui étaient là dans les premières minutes. Totalement. Et ensuite, la version suivante est montrée à d'autres gens. Donc, on peut juste voir si ça relance un peu la courbe de visionnage, mais c'est pas réellement de l'A/B test. Tout à fait. Il me semble qu'on peut faire de l'A/B test sur YouTube exactement comme sur Facebook, c'est-à-dire en payant une campagne publicitaire. On exactement. Peut faire de la pub, même si je trouve que c'est un petit peu biaisé dans la mesure où l'affichage n'est pas le même. C'est-à-dire que sur Facebook,
quand tu payes de la pub sur Facebook, bah, ça va se mettre dans le feed des gens, comme si c'était une vidéo organique. Là où de l'A/B test sur une vidéo YouTube, bah, elle va pas arriver, les gens n'auront pas cliqué là-dessus, ils auront cliqué sur une autre vidéo et puis ils vont voir la tienne apparaître. Du coup, il y a des réactions qui seront pas les bonnes, quoi. Tu vois, il y a Je pas. pense que Google et YouTube, alors peut-être que j'ai un peu trop de foi, mais je les crois assez intelligents pour vraiment faire en sorte que quand tu fais de l'A/B test en paid sur YouTube, que les impressions générées soient splittées intelligemment. C'est-à-dire au niveau démographique, au niveau de l'emplacement, est-ce que ça va se mettre sur le... Et puis surtout, en fait, nous, sur la partie, en tout cas, les tests qu'on a fait, c'est avec un procédé qui s'appelle le Discovery, qui est un procédé très particulier sur YouTube, où en gros, les impressions ne sont faites uniquement que sur la partie latérale droite sur YouTube. C'est-à-dire que c'est pas un end screen, tu vois, c'est pas un card, c'est pas un end screen, pas un ça écran se met de fin, toujours au même endroit. C'est pas une pub qui arrive avant la vidéo. Exactement. Parce que pour le coup, en fait, si vous, alors, je vous conseille pas aujourd'hui en tant que créateur de contenu, la plupart d'entre vous, je vous conseille pas de payer de la publicité pour mettre en avant votre chaîne. En général, si votre chaîne décolle pas, c'est qu'il y a d'autres raisons. Là, on parle vraiment de procédés pour des marques qui vont lancer une grande campagne marketing, etc., qui veulent avoir vraiment ceux qui veulent payer pour faire du buzz derrière quelque part. Et en fait, sur YouTube spécifiquement, le taux de clic est, je pense, démesurément important en fait par rapport à la performance d'une vidéo. Et qu'on aime ou pas ce fait, c'est un fait. Et en fait, du coup, si vous payez de la pub pour que votre vidéo apparaisse avant la vidéo d'un autre créateur, bah, les gens n'ont pas cliqué dessus, donc vous pouvez pas vérifier si ça fait cliquer les gens. Donc en fait, le meilleur endroit, c'est de pouvoir avoir un espace publicitaire où votre vidéo est juste mise à côté des autres et voir combien de gens décident de cliquer sur la vôtre versus les autres vidéos qui sont proposées. Et là, on aura une idée de si un combo titre miniature propose un meilleur taux de clic ou pas. Et donc là, ce que tu me dis, c'est que c'est dans la partie, alors vous le voyez peut-être pas, on n'a pas souvent l'habitude, mais si on est sur ordinateur par exemple, dans la colonne de droite, on a toute la colonne de droite des suggestions, et au-dessus de cette colonne, il y a souvent une petite vidéo qui est proposée, sponsorisée, enfin en publicité, et c'est sur ce petit carré-là, ce petit coin-là, qu'on va pouvoir tester ça. Exactement. Et donc après, la démographie, voilà, pour ceux qui, encore une fois, qui sont pas familiers aux A/B tests, normalement, Google fait en sorte que s'il propose à 200 filles de 18 à 20 ans ta vidéo et qui aiment bien le maquillage, il en propose 18 de l'autre côté. Voilà, l'idée, c'est pas de dire on fait 5000 impressions avec des rednecks machin et 5000 impressions avec des gymnastes. L'idée, c'est plutôt de mélanger les communautés pour que ce soit presque parallèle, quoi. D'accord. Et alors du coup, YouTube a parlé récemment du fait qu'il travaillait encore sur la possibilité de faire de l'A/B test directement intégré à YouTube, parce que la solution aujourd'hui, on a une solution TubeBuddy, tu en as parlé tout à l'heure, mais qui est imparfaite dans la mesure où en fait, ce que va faire TubeBuddy, c'est simplement remplacer votre miniature et votre titre toutes les 24 heures. Donc c'est bien, on peut l'utiliser pour tester la longue traîne, c'est-à-dire quand votre vidéo elle est sur YouTube depuis longtemps et que tous les jours elle fait autant de vues à peu près. Mais on ne peut pas l'utiliser pour tester dès la sortie d'une vidéo, et on sait bien que c'est à la sortie de la vidéo qu'il y a le plus gros enjeu de croissance de vues, on va dire. Et du coup, là, ce qu'on espère, c'est que cet outil que YouTube est en train de développer, alors ça fait des années qu'ils en parlent, hein, on n'en entendait plus du tout parler, et là, dans une toute petite vidéo de la chaîne Creator Insider, dans un coin d'une phrase, on a entendu, au fait, l'A/B testing, on est encore en train de travailler dessus, vous aurez des nouvelles bientôt. Oh, intéressant. Et donc là, on peut s'attendre à ce que, dès le lancement de la vidéo, on puisse, dès le départ, dire, je mets ces deux miniatures, et là, comme c'est YouTube qui gère, bah, YouTube pourra simplement dire, ok, on balance la moitié avec celle-là, la moitié avec celle-là, dès l'instant, dès le lancement de la vidéo, et on saura très vite celle qui marche le mieux. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est révolutionnaire. Tu penses que ça va changer des choses, toi, pour YouTube? Ah bah, pour moi, ça va être ultra simple. Ceux qui ne vont pas A/B tester leur contenu, petits créateurs, moyens créateurs, grands créateurs, ceux qui ne le feront pas seront à l'arrière. C'est-à-dire que tous ceux qui le feront seront sur un pied d'égalité, et tous ceux qui ne le feront pas, à part ceux qui ont évidemment un miracle, un buzz, whatever, hein, mais globalement, tous ceux qui ne vont pas A/B tester leur contenu dans le futur seront 2 kilomètres derrière, tout simplement. Ah, et donc ça veut dire que toi, tu le vois comme un risque, en fait. C'est-à-dire que, attention, aujourd'hui, les miniatures et les titres sont très importants, et donc vous devriez déjà passer du temps dessus. Attention, si YouTube met en place l'A/B testing, ça sera encore plus important. Exactement. Il y aura encore plus d'écart entre ceux qui
prennent du temps pour bien penser leur titre, leur miniature, et ceux qui s'en foutent et font ça à la dernière minute. À 100%. Ok, intéressant. Donc, ok. Donc, faut s'y pencher. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Parce qu'en général, les créateurs, nous autres, on n'est pas... c'est pas ce qui nous passionne de faire un titre et une miniature. On sait que c'est important, mais en général, on le fait un peu à la dernière minute. Et je sais que sur toutes les chaînes que je coach, on va dire, à part les grosses chaînes où en général, ils en ont bien conscience, mais sur toutes les petites chaînes, on va dire les chaînes en dessous de 10 000 abonnés, c'est généralement le gros point noir. Voilà, pas bien penser, pas penser son titre avant de commencer à faire la vidéo, pas travailler ses miniatures pendant au moins 1 ou 2 heures minimum pour être sûr que c'est bon, bien mais comparer vous savez, avec les choses qui existent ailleurs, etc. Je pense, je parlais un peu à ton public. Je pense que c'est même au-delà de ça. Si je peux un peu vous résumer la problématique, les enjeux sur YouTube à ce niveau-là, c'est qu'aujourd'hui, les très gros créateurs, vous pouvez être quasiment sûr que la plupart, d'abord, ils pensent à leur titre et leur miniature avant même de commencer à sortir une caméra. Voilà. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas forcément encore compris. Et si vous faites ouais, mais je fais ça par passion, l'âme des cartes, tout ça, je vais faire un truc de ouf, et qu'en fait vous pensez que votre contenu suffit à lui-même, et qu'en fait faire une miniature un peu à la va-vite avec un titre un peu alambiqué, ça passe parce que l'âme des cartes elle est là. Malheureusement, ça marche plus comme ça. Non, ça a peut-être marché à une période où il y avait du manque de contenu pour YouTube. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus le cas. Et je vais te dire, même, j'avais un exemple extrême d'un gars qui... Alors lui, était focus vraiment à fond sur les miniatures. Il expliquait, j'avais entendu dans une interview, que lui, des fois, en se baladant sur Internet, il voit une image, il se dit « Waouh, ça ferait une super miniature, ça. » Je sais pas pourquoi. Il fait une vidéo autour de ça. Et il se dit « Ok, comment je peux maintenant créer une vidéo autour de cette image ?» Mortel. Et je trouvais ça incroyable. Alors que quand nous on dit pense au titre d'abord, en général on pense pas au titre en premier, on pense d'abord à un sujet. On se dit je voudrais parler de tel sujet. Ouais. Ensuite j'essaie de trouver un titre qui marche bien autour de ce sujet. Et là lui il était tellement loin dans ce process. J'adore. Limite tu vois, il se baladerait, il se dirait je clique sur un titre, il dit ce titre m'a donné envie de cliquer. Ok, je reprends cette structure de titre. Quel sujet je peux mettre autour quoi. Et c'est l'étape ultime je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Super. Et donc, du coup, expérience Jelly-Smack intéressante. Et t'es resté combien de temps chez Jelly-Smack ? 1 an et demi aussi. 1 an et demi. Ah, moi, je suis parti de l'équipe 1 an et demi. Ouais. C'est que t'as pas encore trouvé ton truc. Moi, j'étais exactement comme ça. J'ai eu plein d'expériences pro qui ont duré entre 1 an et demi et 2 ans, où chaque fois, je me disais, bon, j'ai fait le tour. Et la seule expérience où ça a duré plus longtemps, c'est YouTube, quoi. Parce que moi, j'ai jamais fait le tour. En fait, moi, j'ai adoré tous les boulots que j'ai fait, sauf Rap R&B. Et l'idée, c'est que, en fait, moi, c'est plutôt de la migration économique. En fait, c'est vrai que comme c'est un secteur, non mais, je suis honnête, hein, je le cache pas. Comme on me propose toujours des conditions de travail et des conditions financières de plus en plus intéressantes. Alors, j'évite d'être un mercenaire non plus. C'est pour ça, j'essaie de rester au moins 1 an et demi dans chaque boulot, tu vois. Mais c'est vrai que moi, on me propose mieux, j'y vais, quoi. Donc voilà. Okay. C'est ma vie. Et alors là, qu'est-ce que aujourd'hui tu fais quoi? Parce que t'as pris un nouveau job il y a pas très longtemps. Exactement. Ça consiste en quoi alors? Parce que du coup, passer de aujourd'hui donc Jelly-Smack et ensuite. Et donc là aujourd'hui, je suis dans une filiale 100% possédée par TF1, dans laquelle je manage du coup leur catalogue de contenu et leur stratégie sur YouTube. Donc en fait, ça va concerner des grosses marques comme l'Effet Papillon, comme Faites entrer l'accusé, comme Plus belle la vie. Enfin voilà, des trucs comme ça. Voilà. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, jusqu'à présent, ils donnaient leur catalogue de contenu à des entreprises tiers pour les mettre sur YouTube. Et l'idée, c'est de récupérer ces catalogues, que moi je fasse mon expertise et qu'on se fasse ça en interne, qu'on optimise les revenus, qu'on optimise l'agenda, qu'on se fasse un truc beaucoup plus sympa. Je fais une petite parenthèse, c'est que déjà, j'ai entre guillemets découvert qu'il y avait donc du coup des succursales, des petites entreprises qui s'occupaient du coup des médias pour mettre leur contenu sur YouTube. Ça m'a surpris et ça m'a d'autant plus surpris parce que ces entreprises qui ont un nom, qui ont des personnes derrière, et je les ai recherchées sur Google et elles sont inexistantes. C'est vraiment, non mais c'est un délire. Ça veut dire que alors je vais pas name drop, mais il y a des entreprises machin avec des noms où tu dis ok c'est des noms super reconnaissables. Je vois le mec derrière, le mec je le cherche sur LinkedIn, il n'existe pas.
Et ça, il y a C'est beaucoup bizarre. d'entreprises comme ça. Et j'étais ultra surpris. Et parce que je me disais, mais attends, ça fait quand même un moment que je suis sur YouTube. Des entreprises qui justement s'occupent de prendre des catalogues sur YouTube de gros médias, enfin des catalogues télé de gros Ouais. médias pour les mettre sur YouTube. Merde quoi, genre je devrais les connaître, tu vois. Genre quand j'ai dit ça, j'étais un peu choqué. Et puis non, je les cherche. Les mecs n'existent pas. Donc c'est un peu de la concurrence invisible pour toi et moi. Faut le savoir. Mais Et du coup, l'idée, de ce que tu as pu voir sur les catalogues que tu as récupérés, est-ce qu'ils font ça pas du tout avec une qualitatif. véritable expertise, Non, c'est-à-dire pas du tout. non, Absolument pas. vraiment ils se font payer pour on coupe des petits bouts, on les met sur un site et on met des Alors, mauvais titres et d'un côté, tu vois, je pense que c'est important d'être en diapason avec tout l'environnement YouTube. Genre, voilà, moi, je pense pas avoir d'ennemis sur YouTube en France, mais l'idée, alors là, j'ai récupéré ça et j'étais en mode, ok, vous avez uploadé les contenus, mais vous avez fait quoi derrière, les gars? Il y a pas de Mhm. description, il y a pas de community management, les thumbnails elles sont pétées, genre, enfin vraiment, genre Ouais. du travail de cochon quoi. Alors, je suis désolé si ce podcast va être tagué à ces personnes et si elles vont m'écouter, mais vraiment, c'est un scandale. Genre, j'en Ouais. ai parlé à mes N+1 machin et tout. Je dis mais attendez, genre vous avez fait un rêve cher pour ça. Enfin, genre vous auriez pu prendre un stagiaire et les foutre sur YouTube quoi. Genre les Ouais. vidéos. Enfin, Ouais. bon, un peu Oui, scandaleux. comme on peut trouver dans mes métiers des boîtes de com qui vont faire du conseil YouTube pour leurs clients sans avoir jamais mis un pied sur YouTube et donc du coup qui vont vraiment Sans avoir tenu donner une des mauvais caméra, conseils en sans fait. savoir. Ouais, ouais, Voilà, c'est un sans délire. savoir ce que c'est et toute la complexité de la plateforme, qui vont donner des très mauvais conseils et qui vont prendre des très gros chèques en face. Parce Et que voilà, ouais, il y a non, un mais business c'est comme ouais. ça pour les grosses boîtes et Bah, les je te médias ont leur confirme ce que truc tu dessus. dis. C'est avec le RevShare, ils ont pris un gros chèque et vraiment en termes de qualité de travail, c'est scandaleux. Encore une fois, c'est marrant, c'est vraiment la première fois de ma vie que genre j'exprime le fait d'être scandalisé par une pratique professionnelle sur YouTube. Mais là, Ouais, vraiment, c'est scandaleux. C'est ouais. scandaleux. Très bien. Magnifique. Donc là, aujourd'hui, toi, est-ce que tu as, comment dire, tu reprends un peu le rôle que tu avais chez Jelly Smack, c'est-à-dire tu suis un peu les chaînes, leurs performances, etc. Ou est-ce que tu as plus les mains dans le cambouis, J'ai beaucoup plus les mains dans à le essayer de cambouis. trouver, donner des directions pour Ouais. pouvoir faire des miniatures qui percutent bien, etc. Ou C'est exactement t'as ça. un Bah rôle, tu alors, gères plusieurs personnes, c'est ça? Des gens qui font les titres, les miniatures et tout? Alors en fait, déjà, j'ai envie de te dire, c'est l'avantage parce que en fait, on commence avec une dizaine de chaînes. Voilà, l'idée en fait, on C'est moins, récupère les c'est chaînes au mieux. compte-gouttes, ça, et du coup, je peux avoir une approche genre beaucoup plus qualitative. Ouais. Et l'idée, voilà, c'est ça, c'est de se dire, ok, j'ai aussi donc du coup un œil sur tout le backlog, c'est-à-dire toutes les vidéos qui ont été produites et qu'on peut mettre sur YouTube. Pour te donner une idée comme ça, là, je te parle de peut-être 6 ou 7 000 vidéos qu'on est prêt à poster sur YouTube sur des domaines ultra différents. C'est énorme. Donc du true crime, des reportages, vraiment genre hyper large. Et l'idée, c'est que déjà jusqu'à présent, il n'y avait aucun agenda éditorial qui avait été fait sur aucune des chaînes. Donc l'idée, c'est déjà de faire un agenda. L'avantage de faire un agenda, au-delà de fidéliser potentiellement quelques viewers en plus, c'est également d'être plus pertinent sur le track des datas, parce que quand tu postes 3 vidéos pile par semaine sur une période de 3 mois, c'est beaucoup plus efficace à analyser du Oui. coup les perfs, tout ça, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, que si tu fais 0 contenu, un contenu, 4 Ouais. contenus. Toi et moi, on avait vu, je crois récemment une chaîne qui avait uploadé, je crois que c'est le quotidien, hein, c'est pas Petit Quotidien, qui avait Peut-être, uploadé ouais. genre 25 vidéos en un jour et ensuite qui avait rien posté pendant plusieurs semaines. C'est Je ça. suis en mode mais qu'est-ce qui se passe chez vous les mecs? Vous voulez qu'on en parle? Bah, et puis même Qu'est-ce que- au-delà, on va dire au-delà de l'inconfort que ça peut procurer pour la communauté qui va pas cliquer sur 25 vidéos le même jour, Clairement. il y a, comme tu dis surtout, et ça c'est super intéressant et ça va dans le sens d'essayer de publier régulièrement sur sa chaîne YouTube, même à notre échelle. Il y a un vrai intérêt quand on publie régulièrement pour pouvoir plus facilement analyser la donnée, quoi. C'est-à-dire que Totalement. si tu publies une vidéo par semaine pendant un an, c'est très facile à la fin de dire bah cette vidéo-là, elle performe mieux pour telle ou telle raison. Mais à Exactement. l'inverse, si tu publies 10 vidéos en une semaine et qu'ensuite tu publies rien pendant 3 mois, bah, c'est vachement plus dur de comparer la vidéo qui est la première qui arrive après 3 mois de silence de la 10e qui était postée après 9 autres qui étaient postées la même semaine. Donc on peut plus comparer la donnée de façon assez juste et ça complique notre boulot en fait après. De Donc ouf. c'est intéressant ce que tu dis.
Et voilà, donc après il y a ce truc de, en effet, vu qu'on fait, on repart de zéro pour pas mal de chaînes après qu'on les ait récupérées. Donc il y a ce truc de d'optimiser tous les assets graphiques, tu sais, les call to action, tout ça. Faire, du coup, commencer à préparer le terrain pour A/B tester les miniatures, les titres. Également, ça c'est super important, recycler. C'est-à-dire, comme il y a du travail de cochon qui a été fait, moi mon rôle c'est aussi d'aller voir toutes les vidéos qui ont pas performé alors qu'elles auraient pu. On a des reportages, par exemple, qui parlent du milieu de la drogue, des mecs qui achètent des calages sur Paris, des trucs genre assez ouf, quoi. Et les titres, est complètement à côté de la plaque, les miniatures genre illisibles, et t'es en mode vous êtes sérieux les gars, donc il y a aussi ce travail de recyclage pour les médias qui est différent des créateurs, parce que Cyprien, tu vas le voir, tu vas pas enlever de sa chaîne son clash avec Cortex pour refaire une miniature, un titre et le refoutre, tu vois. Alors qu'un média, tu peux. Une vidéo d'il y a 5 ans ou d'il y a 8 ans pour lui, quoi. Mais par contre, les médias, t'es beaucoup plus libre de faire ça. Ouais. Ok, super. Bon, très intéressant tout ça. J'ai une petite question pour toi, Goran. Vas-y, dis-moi tout. On aime bien la data tous les deux. On adore geeker ensemble. Moi, j'adore passer du temps avec toi parce qu'à chaque fois, j'apprends des trucs et on rebondit l'un sur l'autre et tout. Et c'est juste trop bien. Et c'est rare, en fait, des gens qui sont aussi passionnés des algos et tout que toi et moi. Est-ce que ça te dit de venir co-animer le podcast pendant quelques temps? Je sais pas combien de temps ça durera, mais venir co-animer avec moi pour les prochains invités ce podcast-là. Écoute, moi, tu sais, moi je suis très pro-démocratie, donc j'ai envie de dire, s'il y a des gens qui sont restés jusqu'au bout du podcast et que voilà, ils décident que j'ai une plus-value sur cette production, écoute, moi ça serait avec très grand plaisir, Sylvain. Si on a 100 notes 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça, je te laisse décider. J'ai pas encore vu les chiffres. Je te laisse être bon juge. Non. Pour être tout à fait transparent avec vous, on fait un petit peu semblant parce qu'on en a déjà discuté un petit peu avec Goran. Et en plus, on a déjà enregistré le prochain épisode. On l'a enregistré avant celui-là, donc il arrivera après, avec Goran en co-animateur, et ça s'est super bien passé. Donc voilà, je le faisais pour la forme. Mais en vrai, nous, on s'était déjà un peu mis d'accord. Après, on verra combien de temps ça durera, parce que c'est vrai que toi, t'as pas d'intérêt derrière. Moi, j'ai un intérêt particulier parce que c'est le coin des youtubeurs, c'est mon média à moi. Mais si jamais à un moment t'en as marre, tu quitteras le truc. Mais en tout cas, moi, je serais très content de démarrer cette nouvelle aventure avec toi, et c'est trop cool. Écoute, en plus ça m'arrange parce que je t'ai dit, je tourne chez un pote, alors si ça me permet de le voir plus souvent, moi c'est plaisir, quoi. Impeccable. Super. Merci beaucoup, Goran. Je te laisse le petit mot de la fin. Est-ce que tu as un petit conseil pour tous les youtubeurs qui nous écoutent, en gardant en tête qu'on a vraiment de toutes sortes de youtubeurs, des gens qui démarrent sur leur chaîne, d'autres qui sont déjà à plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Donc soit un conseil pour quelqu'un qui démarre, soit le truc de 2022 qu'il faut absolument suivre. Écoute, pour moi, alors je dis 4 points, mais ça sera peut-être plus ou moins. Pour moi, les 4 points clés, c'est vraiment du coup votre branding. Ça va être titre et miniature. Et vraiment, si vous pensez que c'est secondaire, c'est que vous avez pas compris ce que c'est YouTube en 2022. Donc thumbnail, les miniatures plus les titres, ultra important. Pas du tout secondaire. Passez-y du temps, s'il vous plaît. Le deuxième, c'est le watch time. Donc ça veut dire regardez notamment votre courbe dans les analytics de quand est-ce que les gens se cassent de votre vidéo. Si vous avez un drop de plus de 35-40% en moins de 30 secondes de vidéo, c'est que vous avez un problème. C'est que vous avez un problème peut-être de sujet, c'est-à-dire que les gens ils ont cliqué parce que vous m'avez écouté et votre thumbnail et le titre est cool, mais finalement le contenu ne correspond pas à ce qu'ils cherchent. Ou bien vous avez vraiment un problème, je sais pas, ça peut être esthétique, ça peut être de montage, ça peut être une intro trop longue, plein de choses comme ça. Pensez à votre... Je peux te challenger là-dessus, sur cette question-là quand même. Vas-y, dis-moi. L'accroche de vidéo. Parce que j'ai un petit cas de conscience avec les chaînes que je suis. Il y a, comment dire, en fait, je commence à avoir une conviction qui se construit, mais j'aimerais bien la challenger avec toi, qui en a vu beaucoup. C'est pas qu'une question de rhétorique ou de structure de phrase, l'accroche d'une vidéo. C'est-à-dire que, en partant du principe que on n'est pas sur du titre trompeur où on parle de tout à fait autre chose, tu fais une accroche de vidéo, tu sais, t'as des accroches qui marchent mieux, où tu peux poser une question, tu peux rajouter des choses en plus. Parfois, j'ai des youtubeurs qui font des super accroches et malgré tout, ils perdent 30 ou 35 ou 40% dans les 30 premières secondes. Et j'ai le sentiment que c'est parce que le sujet de la vidéo est un sujet, ce que j'appelle un peu plus mou, c'est-à-dire un truc c'est moins indispensable pour leur audience de la regarder, de regarder cette vidéo-là. Et en fait, je commence à me persuader que si t'as
un sujet de vidéo qui est irrésistible, même si ton accroche est très mauvaise, tu vas quand même avoir une bonne courbe de visionnage dans les 30 premières secondes. C'est marrant parce que ça rebondit sur mon troisième point, qui est justement l'intérêt. En gros, c'est vraiment si en effet vous avez une vidéo qui est ultra bien montée, qui a une miniature de ouf, mais en fait le sujet c'est pas quelque chose que les gens recherchent, en fait malheureusement vous allez tomber un peu dans le néant de YouTube. Et ça, l'intérêt de la vidéo c'est important. Le truc sur YouTube et sur les réseaux sociaux, c'est que c'est des plateformes normalement qui sont pas dirigés, mais en tout cas, les gens qui produisent du contenu dessus, c'est avant tout des passionnés. Alors, t'as toujours des gens qui font ça juste pour l'argent, qui font des sujets un peu mainstream et tout, mais ce que je veux dire, normalement, c'est des passionnés. Et le problème des passionnés, c'est que il y a tellement de passions différentes que c'est un énorme gâteau que beaucoup de gens se partagent. Notamment si par exemple si ta passion c'est je sais pas les comics, rien que ça dans les comics tu vas voir les clips de films de super-héros, tu vas voir les gens qui décortiquent les trailers, tu vas voir les gens qui parlent de BD, enfin tu vois rien que dans le gâteau du gâteau, voilà. Et à contrario, si votre contenu est trop mainstream, c'est un sujet dont beaucoup de gens parlent, malheureusement, si votre vidéo elle se démarque pas du lot sur la partie éditoriale, thumbnail, tout ça, vous allez aussi tomber dans l'oubli. Donc en fait, l'intérêt, c'est peut-être aussi un des leviers clés de YouTube. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr à 1 milliard de %. Donc l'idée, en fait, c'est on parle même, au-delà du titre et de la miniature, d'avoir un concept de vidéo qui soit fort. Oui. Oui. Voilà, un truc où on se dit, mais je veux, peu importe ce qui est raconté dans les 3 premières minutes, je veux savoir comment ça se termine, cette histoire, je veux savoir ce qui va se passer. Exactement. Et donc voilà, pour moi, si t'as un sujet où les gens s'y intéressent naturellement, sont susceptibles de tomber organiquement dessus, ou bien même après la vidéo de quelqu'un qui est plus connu que toi et qui a fait aussi un truc comme ça, que derrière t'as une miniature, un titre qui est canon, qui donne envie de cliquer, et que derrière en plus les gens regardent ta vidéo et la regardent entre guillemets jusqu'au bout avec un watch time sympa, pour moi, t'as aucune raison de pas buzzer, de pas faire du chiffre et de pas augmenter organiquement sur YouTube. Donc voilà, c'est ça, c'est le branding, l'editing, donc vraiment le fait que les gens regardent le plus longtemps possible, et l'intérêt du contenu. Et l'intérêt, malheureusement, donc ça c'est vraiment la partie éditoriale quoi. Le contenu c'est ultra important. Dans le sens où si t'es un monteur de ouf qui a monté les meilleurs Nolan whatever, que t'as fait appel à Picasso lui-même pour faire ta miniature, que t'as un titre de ouf, mais que derrière les gens ne recherchent pas ton contenu, YouTube, faut pas oublier que c'est une bibliothèque de contenu qui met en avant des choses qui sont aussi recherchées et cliquées par les gens. Quand tu dis recherche, c'est pas nécessairement via le moteur de recherche de YouTube. Oui, tout à fait. Alors ça en fait partie. Ça en fait partie, bien sûr. Ouais. Mais parce que j'ai beaucoup de mes youtubeurs aussi qui ne font que ça, c'est-à-dire qu'ils ne vont faire que des comment faire tel truc, 3 astuces pour machin, et qui du coup ont une croissance très lente parce qu'elles ne reposent que sur le moteur de recherche de YouTube. Et ça c'est tout rien. C'est des contenus que les gens recherchent, c'est aussi des contenus qui sont, moi j'appelle ça plutôt des contenus irrésistibles en fait, c'est-à-dire quand tu le vois passer, c'est pas forcément quelque chose que tu recherches. Tu vois, je prends l'exemple de Syllabus. Oui. Syllabus, c'est jamais des sujets qu'on recherche. J'ai jamais tapé pourquoi il y a beaucoup d'air dans un paquet de chips, mais quand je vois sa vidéo, pourquoi il y a beaucoup d'air dans un paquet de chips, je me dis ah putain, je me suis jamais posé cette question, mais maintenant je veux savoir. C'est irrésistible. Tout à fait. Oui, voilà, exactement. Donc c'est pas forcément un sujet que les gens recherchent, mais c'est un sujet que on peut pas résister. Faut qu'on sache, tu vois. C'est plutôt ça, je pense. Je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, les tutos, je pense qu'il y a beaucoup de créateurs qui commencent par des tutos et vous allez vous apercevoir qu'en fait c'est tout ou rien. Typiquement, je vais reprendre l'exemple de Phone Android et de Frandroid. Aujourd'hui, les vidéos qui ont fait le plus de vues sur les deux chaînes respectives, c'est des tutos. Respectivement sur Phone Android, c'est moi qui l'ai produite, c'est comment transférer ces données d'un Android à un autre. Carton. Mes cartons du feu de Dieu. Et à côté de ça, on a fait une dizaine de tutos toujours sur l'écosystème Android qui ont floppé très violemment. Donc il y a quand même ce truc de ce que les gens recherchent, c'est important. Surtout à combiner en termes de mindset avec ce que les gens recherchent sur Google. Parce que comme Google égale YouTube, mine de rien, vous pouvez draguer pas mal de trafic en ayant des contenus que les gens recherchent sur Google sur votre chaîne YouTube. Donc en fait, c'est tout un écosystème à penser. Ça m'amène à une nouvelle question, du coup, désolé, on joue les prolongations. Parce que c'est un point qui est important quand même. C'est tout à fait possible de driver beaucoup de trafic grâce à la recherche. Je te confirme. Un très bon moyen. C'est aussi d'ailleurs un très bon moyen de démarrer une chaîne YouTube parce que quand on répond à un problème très précis que les gens ont tapé dans le moteur de recherche, ils sont beaucoup moins exigeants sur la forme
de la vidéo qui va leur apporter le résultat. C'est pas faux. Et donc, quand on n'est pas parfait sur la forme au début, c'est plus simple d'avoir des vidéos qui performent en tuto. La question que je voudrais me poser, parce que c'est spécifique peut-être aussi à ton écosystème où tu es beaucoup dans les médias peut-être je me trompe, mais n'ont pas besoin, ne cherchent pas à créer une communauté, c'est-à-dire ils ne cherchent pas forcément à avoir systématiquement sur chacune des vidéos qui va être postée 30 000 vues ou 50 000 vues sur leur chaîne. Là où un créateur de contenu, un créateur passion, en général, c'est ça qu'il recherche avant tout. Oui. Et quelque part, peu importe s'il y a une vidéo il y a 5 ans qui a fait 1 million de vues, si c'est pas des gens qui vont rentrer dans la communauté et qui vont s'engager, ça les intéresse moins. Et du coup, les tutos comment dire, ça peut faire venir la bonne communauté, mais parfois, je vois assez souvent des tutos qui performent très bien et qui tapent juste un peu à côté, en fait, de la communauté que tu recherches et qui peuvent parfois t'emmener un peu dans la mauvaise direction. Donc, voilà, je trouve que c'est très bien pour démarrer, mais en général, moi, les créateurs que j'accompagne, j'essaie de les faire pivoter pour aller plus vers des contenus irrésistibles qui vont marcher en page d'accueil. Parce que c'est là que ta communauté va vraiment se créer, là où des gens vont te découvrir en se disant, je m'attendais à rien, j'ai découvert ce nouveau YouTuber, c'est trop cool. Tout à fait. Je vais regarder d'autres vidéos et je m'abonne. Tout à fait. J'ai un bon exemple de ça qui est une YouTubeuse américaine, Anna Forcier. Je pense que tu en as entendu parler au moins une fois. En gros, c'est une YouTubeuse qui avait buzzé de fou parce que elle avait perdu ses cheveux. Et en fait, elle avait elle était sous sa douche, elle a mis le mauvais produit et puis elle est devenue genre quasiment chauve. Et du coup, cette vidéo, elle avait percé et aussi sa vidéo revanche, machin et tout. Mais au-delà de ça, en fait, toutes ces autres vidéos, en fait, elles étaient hyper flat en termes de vues. Et ça, en fait, c'est notamment parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à sa chaîne uniquement pour la vidéo où elle est devenue chauve. Et en fait, quand tu regardes qui s'était abonné à sa chaîne à ce moment-là, et ben en fait, ce n'était absolument pas le public des vidéos qu'elle faisait dans la vie de tous les jours. Ouais, tu vois. Et donc forcément, c'est vrai que essayer d'avoir une communauté très bien targetée, c'est aussi un très bon outil pour éviter des problématiques dans le futur, quoi. Ouais. Et ça, pour le coup, toi, avec tes clients, c'est pas tellement un questionnement que vous avez dans la mesure où pour vous, ce qui compte, c'est générer du revenu, donc générer des vues avec de la publicité. En fait, ça dépend. Pour les médias télé, eux, le but, c'est de faire le plus de vues, le plus de revenus, voilà. Par contre, pour un média, pour Frandroid qui a un site web, Phone Android, Numérama, enfin bref, pour toutes ou leur principal axe de revenus, voilà, pour les médias web, en fait, c'était une problématique différente à l'époque. Alors, ça a un peu changé aujourd'hui, mais en gros, l'idée, c'est de se dire, on veut du contenu vidéo pour les mettre dans un article parce que on sait que Google va plus mettre en avant notre test de l'iPhone 11 si on a une vidéo iPhone 11 produite par nos soins dans notre article. Donc, à l'époque, c'était vraiment un enjeu SEO pour leur site et un enjeu de développement. Aujourd'hui, ça doit être encore le cas, mais moins. Donc l'idée c'est c'est plus hybride. Aujourd'hui, c'est quand même de développer une communauté. Tu vois, genre j'ai pas les chiffres en tête, mais genre un Frandroid comme ça vu de nez, c'est une chaîne qui doit produire dans les 3-4 000 euros, tu vois, genre par mois en ad et encore sans sponsor. L'idée c'est d'aujourd'hui de se dire c'est vrai que nos frais de production sont pas extrêmement lourds quand on réduit donc du coup combien YouTube nous paye, et en plus de ça ils font de plus en plus de sponsors. Et là pour le coup en fait un média web comment il gagne sa vie? Il gagne sa vie en faisant beaucoup de sponsors, en faisant des habillages. Vous allez sur jeuxvideo.com là tout de suite, vous avez une rubrique Samsung, ils font pas ça par charité de cœur, hein. Et là l'idée c'est de se dire ok, on a une source de revenus sur le site, si on a une chaîne YouTube qui a plus de 100 000, plus de 500 000, plus de 300 000 abonnés, et c'est aussi des choses qu'on peut rajouter à notre package et se faire de l'argent en plus. Donc en fait, pour un média aujourd'hui web, c'est un investissement une chaîne YouTube, dans le sens où des 0 aux 100 000 abonnés, c'est entre guillemets de l'argent par les fenêtres. Bon, ça va quand même faire augmenter le SEO de leur site et tout, donc c'est pas de l'argent par les fenêtres, mais voilà. Et par contre, une fois atteint la barre des 100 000, là vous allez commencer à pouvoir proposer des sponsors aux grosses marques qui sont affiliées à la niche dans laquelle vous êtes. Donc c'est un investissement. Voilà. Ouais. Et ça, c'est intéressant pour les youtubeurs aussi, hein, d'ailleurs. Tout à fait. Parce que bien comprendre que c'est des stratégies très différentes, en fait. Un Norman, un Cyprien, enfin, même pas, là, on reparle d'anciens, mais il y a des youtubeurs pour qui ce qui compte, c'est de faire un max de vues, peu importe, parce que c'est l'AdSense qui va compter le plus. Eux, à la limite, ils s'en foutent si une vidéo flop, si la suivante fait x10, ça leur va très bien. Quand on a une stratégie qui est plus basée autour de partenariats avec des marques, c'est pas du tout la même stratégie, parce que qu'est-ce qui va se passer? Comment ça se négocie? On va pas faire un épisode entier là-dessus, mais comment ça se négocie un partenariat avec une marque? La marque va aller regarder
quel va être le nombre minimal de vues auquel je peux m'attendre sur la vidéo qui va sortir. Ou, dans le cas d'un média web, sur un article qui va sortir, le nombre de clics que je vais avoir au minimum, etc. Et donc, c'est sur ce minimum-là que ça compte. Et donc, si vous avez des vidéos qui flopent régulièrement, c'est un gros handicap pour pouvoir faire ce type de deal parce que les marques systématiquement vont se dire, bah attendez, vous avez fait une vidéo qui a fait que 2000 vues alors que vous essayez de me le faire facturer pour un truc qui va faire 20 000. Moi, ça me va pas. Donc, l'irrégularité du nombre de vues est gênant dans ce cas-là. Et donc, on a tout intérêt à avoir une communauté forte qui est toujours présente sur chacune des vidéos qui sortent. Donc, c'est pas du tout la même stratégie, en fait, de création de contenu et de choix de sujets de vidéos, etc. derrière. Agree. Très bien. Bon, et ben écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. On a déjà bien échangé, mais comme vous avez compris, on pourra en parler pendant des heures. Et ça tombe bien, on va avoir des heures et des heures de podcast qui s'enregistrent là prochainement. On en a un autre encore qui est prévu pour la semaine prochaine. Donc tout ça, ça va sortir dans les prochains mois pour vous. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Goran, de ta présentation. Et maintenant, je te connais même moi un petit peu plus. Et j'espère que avec grand plaisir ta présence. Et vivement le prochain. Ciao tout le monde. Salut.